Tout d'abord, bonjour. C'est avec une joie à peine dissimulée que je suis là ce soir. En fait, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de webinaire. Il y a eu une grosse pause pendant l'été et je suis contente parce que voilà, on reprend en septembre avec une thématique particulièrement importante et particulièrement importante pour moi et je crois pour Émilie aussi. Donc merci. Déjà, un grand merci d'être là. Je vais vous donner quelques informations sur le déroulé du webinaire et puis je présenterai rapidement GetReady. Il y en a parmi vous qui connaissent peut-être déjà. Ça sera assez bref et puis si vous avez des questions, on en parlera à la fin. Et ensuite, du coup, je passerai la parole à Émilie, qui se présentera toute seule comme une grande et qui aussi vous demandera un petit peu de vous présenter, si vous le souhaitez, et puis qui donnera justement tous ces conseils sur voyager autrement pour limiter l'impact écologique du voyage. On reviendra là-dessus et je sais que parmi vous, il y en a qui sont très sensibilisés à ça, donc je suis sûre qu'il y aura plein de bonnes idées qui viendront également de cette salle virtuelle. Je vais me présenter vraiment très rapidement, enfin je vais essayer, en général je me minute. Donc je m'appelle Marine, je connais certains d'entre vous en vrai, dans la vraie vie, d'autres pas. Donc moi je travaille dans un domaine bien particulier depuis une petite dizaine d'années qui est l'humanitaire. Et ma spécialité, si vous voulez, c'est de former les humanitaires qui partent sur le terrain avant leur déploiement et de les former à des sujets particuliers, notamment la sécurité et la logistique. Donc ça fait un petit moment que je le fais et je voyage personnellement aussi depuis très longtemps, de différentes manières, à la fois des voyages sac à dos. Je me suis expatriée 1 an en Australie, 2 ans à Londres. J'ai fait, et je fais un peu moins, mais j'ai fait encore, pour être absolument honnête, des road trips, donc que ce soit en van et en voiture. On en reparlera de tout le poids des contradictions du voyageur. Et donc voilà, le voyage est vraiment pour le coup une passion et quelque chose qui est dans ma vie depuis longtemps. Et c'est un peu en mélangeant tout ça qu'est né GetReady. GetReady, c'est un projet que je porte depuis début 2018. Donc, ça va faire bientôt 2 ans, 1 an et demi pour être plus précise. Et en fait, l'idée, c'est que j'ai regroupé autour de moi plein de gens, des ressources, des experts. Et ensemble, en fait, on a pour vocation de former les gens, les voyageurs, que ce soit des voyageurs au long cours ou non, mais à certaines compétences, à développer certaines compétences avant de partir en voyage. Donc, on fait ça par le biais de stages, de formations, que ce soit des week-ends, que ce soit à la journée. On fait aussi des webinaires, comme ce webinaire-là, et de l'accompagnement personnalisé, un petit peu plus pour les gens qui auraient besoin d'une compétence en particulier. Et pour vous donner un exemple, là, actuellement, je fais aussi de l'accompagnement personnalisé pour les gens qui rentrent de voyage. Parce que le retour est aussi une grosse problématique. Donc voilà, et puis il y a une petite nouveauté aussi qui sera à partir de 2020. Je m'engage un peu, mais en le disant comme ça au moins, je le fais devenir réel. On lancera donc en janvier normalement 2020 des journées thématiques premiers secours en voyage. Donc vraiment la notion de premier secours spécifique dans le cadre international. En gros, ce qu'il en est pour GetReady. Plus spécifiquement, pourquoi ce webinaire ce soir? Parce qu'en fait, moi, j'ai cette conscience un petit peu, on va dire, de l'environnement, de la nature, de la faune et de la flore depuis très longtemps. Je vous passe les détails, mais quand j'étais gosse, j'avais créé un petit magazine pour sensibiliser à la protection de la nature, etc. Mais ça a mis super longtemps à arriver dans le cadre du voyage. Probablement parce que je voyais ça comme un frein. D'une certaine manière, voilà, être conscient de son impact écologique, et c'est un frein pour moi, en tout cas dans mon esprit, par rapport au voyage. Et puis, il y a des changements qui se sont opérés au quotidien dans ma vie, voilà, avec beaucoup plus d'activités en outdoor, beaucoup plus de zéro déchet au quotidien, voilà, cette conscience-là qui s'est développée. Et puis, un jour, je suis allée à une conférence organisée par Émilie. C'était il y a quelques temps, c'était l'année dernière, pour le
le coup, où on s'est rencontrés. Et en fait, elle nous présentait des modes de voyage, des façons de faire un peu différentes sur plein de postes du voyageur. Et ça m'a donné vraiment des pistes hyper concrètes qui sont venues compléter des initiatives que j'avais déjà prises moi. Tout ça pour dire, et je vais m'arrêter là et ensuite je passe la parole, c'est promis, à Émilie, que je pense que c'est important aujourd'hui de s'ouvrir effectivement à ces alternatives et que ça peut permettre aussi de découvrir d'autres manières de voyager et de sortir un petit peu, je dirais pas des sentiers battus, parce que sortir des sentiers battus pour moi n'a pas que des impacts positifs, on en reparlera, mais en tout cas de voyager de manière un peu plus consciente, sans se priver pour autant. Donc voilà, c'est tout pour l'introduction. Je m'arrête et puis je passe la parole à Émilie et puis à la fin, voilà, on répondra de toute façon, il y aura une série de questions-réponses pour tout ce que vous n'avez pas pu poser dans le chat ou de vive voix et je serai ravie de vous répondre. Je m'appelle Émilie. Ça fait maintenant à peu près 10 ans que je suis partie pour mon premier voyage et c'était en Indonésie. C'était un échange universitaire et je suis restée 1 an dans ce si beau pays qu'est l'Indonésie et j'ai vraiment découvert ma passion qui était le voyage. Depuis ces 10 ans, j'ai beaucoup voyagé, donc en sac à dos principalement, mais pas que. Au début de mes voyages, c'était aussi un peu tout fou, la nouveauté. Donc parfois, j'ai fait aussi de grosses erreurs, comme on peut en faire quand on voyage. Et mes études au départ de tourisme, une licence de tourisme, et après un master en économie sociale et solidaire m'ont permis un peu de cadrer tout ça, cadrer le fait de trouver des alternatives pour voyager, pour continuer à voyager et limiter en fait son impact sur l'environnement. Donc d'abord la licence de tourisme où j'ai pu faire plusieurs stages dans des structures qui étaient alors soit classiques, l'hôtellerie classique, soit des structures un peu plus responsables. Donc par exemple un hôtel en Indonésie sur l'île de Java qui a utilisé que des matières recyclées pour en fait faire la construction de son hôtel. Et donc j'ai pu faire un stage avec cette personne et encore trouver d'autres idées, d'autres alternatives pour le tri des déchets, pour vraiment et que cet hôtel-là est vraiment un impact super fort pour limiter tous les déchets qu'il peut avoir, mais aussi donner une visibilité sur le fait que même en Indonésie, même si parfois on voit qu'il y a des déchets partout, il y a des initiatives et des initiatives qui sont faites aussi par des Indonésiens. Donc j'ai adoré vraiment ce stage-là. J'ai essayé d'en faire d'autres un peu dans le même sujet, dans des agences de voyage principalement. Et donc ensuite, en 2014, j'ai repris une année d'études. Et là, c'était en économie sociale et solidaire pour un petit peu découvrir qu'est-ce qui se fait en France, parce que c'est vrai que l'économie sociale et solidaire, c'est un peu franco-français. Donc voilà, pour essayer de découvrir tout ce qui se passe en France. Et j'ai continué à voyager, donc en Europe principalement, avec mon sac à dos. J'ai fait aussi du woofing, voilà, pour découvrir aussi ce mode de voyage. Et l'année dernière, j'ai décidé de me lancer, de créer mon projet et donc d'organiser des ateliers et des conférences pour parler du voyage, mais surtout comment voyager de manière alternative et pourquoi il y a une nécessité à repenser le tourisme et à repenser les voyages. Donc là, ce soir, ça va être vraiment les impacts sur l'environnement, mais sinon, dans mes autres ateliers et conférences, c'est un peu plus large et c'est même au niveau culturel et au niveau économique. Quels sont les impacts donc, du tourisme au niveau économique et culturel et comment voyager de manière alternative pour limiter les impacts négatifs. Voilà en gros ce que je fais. Et j'ai aussi rédigé un petit livret, donc on pourra en parler même toujours un petit livret, pareil, pour préparer son voyage de manière alternative. C'est un livret pré-rempli avec toutes ces réflexions sur le tourisme et des idées pour voyager donc autrement. Du coup, on peut regarder le petit quiz. Ouais, je vais partager du coup les résultats du sondage.
c'est vrai. On va voir si vous avez fait du catastrophisme ou pas. Bah, pour la première, oui. En fait, l'Organisation mondiale du tourisme, ils ont sorti un chiffre l'année dernière. Et selon eux, le tourisme représente 8% des gaz à effet de serre. Donc ces 8%, c'est principalement à cause de l'avion à 40%, des transports routiers à 32% et de l'hébergement à 21%. Donc l'Organisation mondiale du tourisme ne prend pas en compte la restauration sur place. Voilà, donc ce chiffre de 8%, le tourisme provoque 8% des gaz à effet de serre, il n'y a pas dedans toute la restauration au niveau touristique. Donc, l'agence Reuters et Mediapart ont essayé de creuser un petit peu plus loin et de faire une étude similaire, mais en essayant d'ajouter la restauration. Et selon eux, le tourisme provoquerait plutôt 13% des gaz à effet de serre dans le monde. Voilà. Donc, qu'est-ce que... Enfin, voilà. Donc, du coup, si vous voulez dire quelque chose, il y a le chat, il n'y a pas de problème. Donc, moi, quand j'ai vu ce chiffre, bah, j'étais pas trop surprise. Je me suis dit que oui, bien sûr que le tourisme représente beaucoup de gaz à effet de serre. Mais en réalité, je pensais que le chiffre était un peu plus haut. Parce que moi, je m'étais toujours dit dans ma tête que l'avion provoquait vraiment beaucoup de gaz à effet de serre. Voilà. Oui, Donc, mais alors du coup, l'avion, ok, mais dans un avion, il n'y a pas qu'une personne. Donc du coup, est-ce que le côté où on est plein dans un avion, finalement, est-ce que ça divise ou ça aide dans le calcul, entre guillemets, ou c'est pas un avion pour une personne, quoi. Donc, c'est ça, c'est pas un avion pour une personne. Et c'est pour ça qu'ensuite, quand on va parler des croisières, ça va, enfin, il y a aussi une différence à faire entre tous les types de transports. Et là, l'Organisation mondiale du tourisme ne prend pas en compte aussi les transports fluviaux. Donc, par exemple, les croisières ne sont pas prises en compte dans ce chiffre-là. Et c'est pour ça que c'est difficile de trouver des chiffres concrets parce qu'il y a très peu d'études en réalité. Très peu oui, d'études. c'est comme disait Colline, c'est compliqué dans toutes les informations qu'on a de faire. Enfin, une fois on va présenter sous un angle, une fois sous un autre angle. Enfin, il y a une étude qui prend en compte que l'avion, des fois on prend en compte que au niveau local, mais en fait en France, c'est que ce qu'on consomme ou ce qui n'est pas importé, et donc du coup, il faut distinguer. Enfin, c'est des fois un peu compliqué au niveau des chiffres de s'y retrouver. Oui, et puis au niveau des chiffres mondiaux, hein, je trouve ça assez Mm. compliqué en fait, parce que on peut toujours se dire, mais où est-ce que tel chiffre a été trouvé? Est-ce que c'est la réalité ou pas? Donc voilà. Je voulais quand même mettre ce chiffre-là Mm. parce que l'Organisation mondiale du tourisme, donc c'est vraiment un gros truc, et ils essayent de plus en plus de parler de ça, en fait, de parler de ces problèmes et principalement donc, du coup de l'avion. En fait. Voilà. Ensuite, pour parler des kilos de déchets. Donc, il n'y a pas de chiffre mondial par rapport à ça. Par contre, les Maldives ont fait une étude pour savoir un touriste, voilà, combien est-ce que de kilos de déchets il va provoquer par jour. Donc là, bah, vous êtes pas mal, c'est 3,5 kilos. Donc, un touriste aux Maldives provoque 3,5 kilos de déchets par jour. Ce qui est pris en compte, c'est tout. C'est le déplacement, ça va être aussi sur place, la restauration, l'hébergement, les déplacements entre îles. Voilà. Ils ont fait vraiment, ils ont essayé de prendre tout en compte pour voir combien de kilos de déchets un touriste allait provoquer. Donc c'est par exemple dans l'avion aussi. Ils sont allés dans l'avion au niveau des déchets provoqués par la nourriture. Voilà. Ils ont essayé d'aller le plus loin possible. Et c'est vrai que pour moi, ce chiffre est énorme, en fait, 3,5 kilos par jour, en sachant qu'aux Maldives, il y a 1 million de touristes par an. C'est vraiment énorme. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo d'une grande voyageuse qui s'est rendue aux Maldives avec son paddle. Et donc, elle était en train de, avec son paddle, en train d'être dans une mer de déchets parce que
tous les déchets donc solides sont mis sur une île précise. Et maintenant, l'île, il y a tellement de déchets que tous les déchets sont déversés quasiment dans la mer. Avec la montée des eaux aussi, on sait très bien que tous ces déchets-là vont se retrouver dans la mer. Donc pour avoir un autre type de comparaison, en France, la moyenne, du coup, un Français, il provoque 1,5 kg de déchets par jour. Donc en voyage, voilà, en voyage, on pourrait se dire qu'on provoque à peu près le double. Moi, ça me paraît énorme quand j'ai vu ce chiffre-là, même le 1,5 kg de déchets par jour et par Français, je trouve ça vraiment beaucoup. Donc là, à transposer au niveau du voyage, du tourisme, un touriste provoquerait à peu près le double par rapport à chez lui. Donc il y a une histoire quand même de, on se déculpabilise, on n'est plus chez nous et c'est pas grave quoi. Oui, et puis aussi, on va vouloir manger quelque chose sur le pouce, on va s'acheter certainement un sandwich qui va être emballé, on va prendre une bouteille d'eau parce qu'on a oublié notre gourde, ou enfin voilà. Donc on va créer beaucoup plus de déchets, voilà, quand on va être en voyage. Alors, si je puis juste me permettre, juste un petit truc que moi j'ai observé, j'ai fait l'expérience, je suis partie, comme certains d'entre vous le savent, en Indonésie au mois de juin, et j'ai été statique pendant ce voyage, pendant 5-6 jours au même endroit. Et du coup, j'ai fait l'expérience de garder mes déchets, parce que je ne pouvais pas me résoudre à les jeter là-bas et à ce que ça finisse sous mes pieds. Et du coup, finalement, j'ai pas ramené grand-chose. Je les ai ramenés en France, j'ai pas ramené tant que ça parce que j'ai fait l'effort là-bas et puis parce que, comme tu le disais, Émilie aussi, en fait, il faut pousser certaines initiatives en local. Et là-bas, j'ai pris le temps de regarder un petit peu et par exemple, je suis allée dans un restaurant en particulier où là-bas, ils me servaient tous dans des assiettes, voilà, des vraies assiettes, quoi. Donc, je pense que ce chiffre-là, il est là aussi parce qu'on parle d'un tourisme de personnes qui ne sont pas forcément aussi sensibilisées à ces questions-là et qui donc ont des réflexes du quotidien en voyage, quoi. Bien sûr. Les recherches que tu as faites, Marine, tu les as faites avant de partir ou ça a été une démarche quand tu es arrivée, ça faisait partie des choses, je vais faire le tour des restos avant d'aller dans le premier? C'était une conscience que j'avais avant de partir, mais ce n'était pas des recherches que j'avais fait avant, parce que je n'avais pas forcément les informations. Par contre, j'avais, moi, emmené certaines choses, voilà, on en reparlera un peu dans mon sac à dos pour minimiser là-bas. Il ne faut pas avoir à acheter des choses sur place. J'avais la chance de partir il n'y a pas très longtemps, donc voilà, j'ai pu emmener certaines choses à moi. Mais effectivement, c'est difficile des fois d'avoir les infos. Émilie a quelques ressources aussi pour ça, avec un site web notamment, etc., qui référence certaines choses. Donc, on y reviendra, c'est de la préparation. Ouais. Alors, pour passer à la troisième question, du coup, parce que donc, quand on discutait avec Marine, j'ai dit qu'il y avait une surconsommation d'eau et d'électricité, en règle générale, à cause du tourisme. Parfois dans des endroits où les personnes n'ont même pas accès à l'eau ou l'électricité toute la journée. Et donc, Marine m'a demandé pourquoi pas trouver un chiffre vraiment concret. Et pourquoi pas se dire, allez, taper au plus haut et se demander Las Vegas. À Las Vegas, quelle est la consommation d'eau par jour et par habitant? Donc là, on parle seulement par habitant, mais en réalité, le tourisme est dedans. En fait, la recherche qu'ils ont fait à Las Vegas, c'est la consommation d'eau par jour. Voilà, quelle est la consommation d'eau par jour? Et ils l'ont divisé par le nombre d'habitants. Voilà ce qui s'est passé. Donc, à Las Vegas, la consommation d'eau par jour et par habitant, c'est 1000 litres. Mais ils prennent les fontaines en compte? Ils prennent tout en compte, ouais, voilà, tout en compte. Donc, les fontaines, ils prennent les golfs, voilà, tout est pris en compte. Et c'est juste remis au nombre d'habitants. Voilà ce qui s'est passé. Donc, 1000 litres d'eau par jour. Moi, j'ai été effarée par ce chiffre. C'est énorme. Bon, je ne suis jamais allée à Las Vegas, personnellement. Bon, après, j'ai déjà vu des vidéos. Et donc... Je suis allée dans une vie antérieure. Et ce chiffre-là, c'est principalement, et même totalement, lié au tourisme. Parce que ce qui se passe à Las Vegas, c'est... Reste à Las Vegas. C'est ça, quoi. C'est les hôtels, c'est les golfs, c'est les fontaines, c'est les spas, c'est... tout ce qu'il y a. Donc, en comparaison, voilà, au niveau de la consommation mondiale, c'est 150 litres par jour
et par personne, ce qui est beaucoup aussi. Au niveau européen, c'est 200 litres du coup, par jour et par habitant, à peu près. Et au niveau des États-Unis, c'est 600 litres. Donc là, il y avait tous les chiffres, en fait, 600 litres par jour et par habitant aux États-Unis. Voilà. En sachant du coup que dans certains pays, ça tombe à 10 litres par jour et par habitant. Donc moi, j'ai été effarée, et puis en sachant que voilà, cette surconsommation d'eau et d'électricité, dans beaucoup d'endroits, c'est vraiment lié au tourisme. À Bali, en Indonésie, c'est le cas. Il y a même maintenant des personnes qui ne peuvent plus avoir l'eau en permanence parce qu'à côté, eh ben, il y a un hôtel qui a construit une piscine et donc ils ne peuvent plus, pendant quelques heures, avoir l'accès à l'eau. Enfin, les habitants, en tout cas, ne peuvent plus avoir l'accès à l'eau. Donc ça se passe partout et c'est vraiment important d'en parler parce que quand il y a des touristes qui arrivent, bien sûr, ils ont certainement besoin d'un certain confort, mais je ne vois pas pourquoi on devrait avoir une piscine par villa ou enfin voilà, il faudrait réfléchir au projet touristique et aussi se dire que les habitants, eux, ils sont là toute l'année, les touristes, ils sont là pour 10 jours. Donc voilà, réfléchir à certains projets qui mettent qu'on puisse mettre en place et que tout le monde ait accès, en tout cas, à l'eau. C'est super important. Voilà. Mais oui. Du coup, réfléchir au projet, on va dire que ça, c'est plus au niveau, on va dire, au-dessus. Enfin, c'est gouvernemental, c'est municipal, enfin, peu importe. C'est vraiment les pouvoirs publics. Et en tant que touriste, comment on identifie justement ce genre de... Bon, si on va à l'extrême, effectivement, s'il n'y a pas d'eau et qu'on arrive dans une oasis, au bout d'un moment, il ne faut pas non plus... on se pose les bonnes questions, mais comment on identifie justement des endroits ou des points comme ça où on se dit non, pour être cohérent, je ne peux pas adhérer à ça et moins on est à y aller et au bout d'un moment, ça va pousser tout le monde à réfléchir autrement et à penser les projets différemment, on va dire, mais par la consommation, forcément, on a sa voix, comme on dit, mais comment quand on est juste on est dans notre canapé en train de dire où est-ce que je vais partir et où est-ce que je vais dormir, et ben voilà, comment on arrive à identifier ce genre de vraiment point noir, quoi. Je vais donner des petites pistes, en tout cas par la suite, pour trouver les alternatives, en fait. Plutôt que comment trouver les hébergements qui vont nous permettre de ne pas utiliser tant d'eau ou trouver des hébergements qui utilisent un système de traitement des déchets convenablement. Voilà, il y a des petites pistes que je vais donner. Cool. Et du coup, là, la quatrième question, au niveau des paquebots de croisière, parce que bien sûr, on parle beaucoup de l'avion. On tape même beaucoup sur l'avion, à juste titre parfois, parce que quand l'avion part à moitié plein, c'est un très gros abus et on devrait vraiment changer ça. Mais les croisières de tourisme sont elles aussi super polluantes. C'est des villes, en fait. C'est des énormes villes qui ne s'éteignent jamais. Donc, il y a une étude qui a été faite sur les paquebots de croisière qui émettent autant de particules fines que 1 million de voitures. Voilà, par jour, un paquebot de croisière émet autant de particules fines que 1 million de voitures en marche. Donc, quand j'entendais certaines personnes dire oui, mais sur le paquebot de croisière, il y a quand même 4000 personnes, 5000 personnes. Oui, mais là, en fait, les chiffres montrent que même si ces 4000 personnes n'utilisent pas leur voiture, en réalité, ce qui se passe sur le paquebot, c'est pas la réalité, en tout cas au niveau des voitures. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, au niveau des particules fines, c'est énorme. Et il n'y a pas que ça, c'est des déchets aussi solides et liquides. Et que ce chiffre, il est énorme. Et à Marseille, donc là, il n'y a pas de chiffre exact et c'est dommage, mais à Marseille, j'avais lu plusieurs articles comme quoi c'était plutôt le port, avec donc tous ces paquebots de croisière qui faisaient beaucoup plus de pollution que l'aéroport, en fait. Voilà.
Donc, il n'y a pas de chiffre exact parce que pour l'instant, voilà, on ne doit pas encore taper trop sur les croisières parce que ça rapporte beaucoup. Mais les paquebots de croisière sont vraiment au niveau de la pollution, c'est énorme. Et très peu, donc il y a très peu de législation en fait qui peuvent aller dessus parce que vu qu'elles se déplacent partout, et ça va, la législation française dessus, ils vont pas en tout cas mettre en justice Costa ou d'autres compagnies. Voilà, pour l'instant en tout cas c'est pas encore fait. Si je peux juste me permettre juste un point, parce que quand on parle des croisières et des paquebots, etc., avec des gens qui sont déjà un petit peu sensibilisés, on va dire, à du tourisme alternatif, on a tendance, et moi la première, à dire oui, enfin bon, moi j'irai jamais en croisière sur ce genre de truc. Et en fait, on se met facilement soi-même aussi dans la catégorie des gens qui voyagent différemment et qui du coup, on a déjà un impact moindre que excusez-moi, je prends vraiment un mot générique pour imaginer ça, mais les bidochons qui sont sur des paquebots de croisière. Et en fait, on ne se rend pas compte que le backpacker, aujourd'hui, c'est un backpacker de masse, en fait, et que des fois, il y a des structures d'accueil de backpackers qui n'ont rien à envier au paquebot, en fait. Donc voilà, c'était juste un petit point, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier des fois un peu ce côté de masse quand on voyage en tant que backpacker. Donc voilà. Totalement, ouais, totalement, je suis d'accord. Et cet état des lieux là, en tout cas avec les chiffres, bien sûr que c'est lié au tourisme de masse. Que d'autres personnes, vous comme moi, on va certainement provoquer moins de déchets parce qu'on aura pensé déjà à prendre certaines choses dans notre sac à dos, par exemple. Mais parfois, il y a certaines pratiques touristiques qu'on pense totalement naturelles et qui ne vont pas impacter l'environnement, qui en réalité impactent. Et là, c'est par exemple le surpiétinement dans certains endroits, donc que ce soit en France, en Bretagne, c'était le cas en tout cas l'année dernière et cette année encore, où des parcs nationaux ont décidé de fermer certains endroits parce que les personnes qui se promenaient dans les parcs ne suivaient pas les sentiers et donc sortaient du sentier. Alors, en plus, Marine, on en a parlé la dernière fois à Crozon, où eh ben, des personnes, je ne sais pas si tu veux en parler, du coup, Marine. Non, non, Ouais. il n'y a pas de souci. Hein. En tout cas, voilà, beaucoup de personnes sortent du sentier pour aller prendre des photos, pour aller, pourquoi pas, faire un pique-nique. Et en réalité, le surpiétinement est horrible pour l'environnement, pour la flore principalement. Et donc, certains endroits sont obligés de fermer à cause de ça, parce qu'on ne suit pas le sentier. Et moi aussi, je l'ai déjà fait. Voilà. Parce qu'on a envie de voir autre chose, on a envie de sortir un petit peu. Voilà. Donc, c'est aussi important de réfléchir à tout ça et certaines sorties qui vont être vraiment très bien parce qu'on va aller marcher, c'est super. Bah, il faut penser aussi à la flore qui est autour de nous et ne pas marcher dessus. Même si on doit, en fait, même si c'est que seulement de l'herbe, c'est super important, voilà, de la laisser comme elle est. Il y a aussi deux articles donc, sur le sujet qui sont liés. Et donc là, c'est Marine qui les a écrits avec Get Ready. Et du coup, ça va être sur le bivouac responsable. Très, très intéressant. Donc à lire, on va pouvoir mettre... Oh, le beau placement de produit, quoi. Ouais. Non, mais franchement, c'était vraiment très, très bien. J'ai même appris pas mal de choses. Donc voilà. Et aussi un autre sur l'Amazonie. Voilà. Voilà pour un petit peu l'état des lieux. Et là, on va aller aux alternatives. Donc moi, les alternatives, je les classe en 4 parties. La première, ça va être se déplacer. Comment se déplacer de manière alternative et limiter son impact. Ensuite, deux autres thèmes qui sont liés en réalité, ça va être logement et restauration. Comment se loger et comment manger de manière alternative et limiter son impact. Et enfin, dans le sac à dos, du coup, comment avoir un sac à dos
zéro déchet, parce que c'est la grande mode et c'est très bien que ce soit la grande mode. Se déplacer. On ne va pas révolutionner les déplacements, en fait, ça va rester assez basique, mais il y a des sites internet qui sont super intéressants pour les alternatives pour se déplacer. Alors, à pied, à vélo. Clairement, ça va être les deux manières de se déplacer qui vont être bien d'un point de vue pour limiter son impact sur l'environnement, oui bien sûr, mais aussi pour la rencontre. Et moi j'aime bien mettre un petit point dessus parce que quand on se déplace à pied ou à vélo, les gens vont venir à nous différemment. En tout cas, là c'était totalement le cas sur la Loire à vélo. J'arrivais dans une petite ville à vélo ou dans un petit village et il y avait des personnes qui venaient me voir en fait pour me poser la question d'où est-ce que je venais. Combien de kilomètres j'avais fait. C'est vraiment la rencontre, elle est différente et on se dit quand même dans sa tête, c'est bien ce que j'ai fait en fait. Je me suis déplacée à vélo et donc voilà, c'est aussi une petite victoire personnelle en fait. Donc au niveau du déplacement à pied, il y a tous les sentiers de randonnée donc, qui vont être dans les GR. Sur le site GR Info, on peut avoir vraiment toute l'information des sentiers de randonnée en France. Et pour faire donc du bivouac, quand on fait de la randonnée, je renvoie toujours sur le site, enfin sur l'article de Marine, voilà, pour avoir un peu plus d'informations de comment faire son bivouac. Pour voyager à vélo, donc les sites qui sont intéressants, ça va être Eurovélo. Eurovélo.com où là on va avoir tous les circuits cyclistes en Europe et ça se développe vraiment beaucoup. En France, on en a de plus en plus. Après, quand on met la carte, on se rend compte que c'est les Pays-Bas, le Danemark qui sont bien haut placés. Mais la France se défend. On a de plus en plus de voies cyclistes et qui sont bien aménagées et vraiment où il y a peu de passages de voitures. En tout cas, pour la Loire à vélo, c'était le cas. Il y a vraiment des endroits où c'est que pour les cyclistes et vraiment pas pour les voitures. Donc c'est plutôt pas mal. Et aussi un site très intéressant quand on se déplace à vélo, c'est Warm Shower. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce site-là. Si vous connaissez Couchsurfing, en fait, c'est le Couchsurfing pour les cyclistes. Et il y a beaucoup d'inscrits et c'est dans le monde entier. Voilà, quand on va se déplacer à vélo, on va avoir une communauté de cyclistes qui est prête à nous accueillir donc chez eux. Hein, c'est ce que j'ai fait principalement pour la Loire à vélo. Je contactais les personnes qui étaient inscrites sur la Loire et je me suis, enfin voilà, 2 fois où j'ai pu planter ma tente chez les gens, où le soir on pouvait dîner ensemble et le matin prendre de petits déjeuners ensemble. Donc c'est vraiment un site super quand on voyage à vélo et aussi pour avoir des conseils, totalement des conseils pour voyager et entreprendre ce type de déplacement. Donc là, on est d'accord que c'est deux manières de se déplacer. Ça va être de manière un peu plus lente. En tout cas, c'est sûr que ça va être différent que de prendre l'avion ou de se déplacer même en voiture. Si on veut se déplacer un peu plus loin et qu'on a le temps, parce que c'est vrai qu'il faut avoir le temps dans ce cas-là, on peut se déplacer en voilier et être équipier ou équipière sur un voilier. Et là, il y a 2 sites intéressants pour ce type de déplacement. Ça va être la bourse aux équipiers.fr. Donc là, c'est vraiment un site français. Et Find a Crew. Donc là, c'est le site anglais. Et sur ces 2 sites-là, il va y avoir beaucoup d'annonces où on peut être équipière ou équipier sur des voiliers. Alors, c'est pas forcément faire la transatlantique, hein. C'est par exemple partir de Marseille et aller jusqu'en Corse. En tout cas, là, j'en ai vu beaucoup pour l'été. Et ce qui est bien dans ce cas-là, c'est que on participe très souvent aux frais pour la nourriture, mais c'est tout. Voilà, donc c'est une manière de se déplacer. Et les voiliers, alors il y a un petit moteur sur les voiliers parce qu'ils sont, c'est obligatoire pour rentrer dans les ports et pour sortir des ports. Voilà. Mais sinon,
tout se fait en voile. Voilà. Donc moi, je trouve cette ouais. Si je peux manière-là. juste me permettre, en fait, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, enfin moi, c'est un mode de voyage qui m'intéresse particulièrement et je suis en train de de me former à la navigation pour quelque chose de peut-être un peu plus conséquent. Mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps quelque chose qui s'appelle Clean Beach Pirates, donc les pirates nettoyeurs de plage. Et en fait, en gros, ils accueillent des gens sur leur voilier pour une certaine durée et ils nettoient les plages. Donc, en journée, effectivement, c'est un peu du travail manuel à juste voilà, nettoyer des plages, etc. On apprend aussi un peu la navigation. On paye uniquement, on met dans la caisse de bord en fait pour tout ce qui est nourriture, etc. Et puis le cadre est plutôt pas mal. Enfin, là, j'ai vu qu'ils sur Instagram, ils sont dans les îles grecques en ce moment. Donc, ça peut faire une thématique de voyage pour le coup, avec un double impact, un double effet qui se coule au niveau environnement. Donc, voilà. Totalement, ouais, totalement. Et c'est bien de commencer par des petites traversées aussi, pour connaître, voilà, si on a le mal de mer, tout ça, aussi commencer par petit pour... Mais ça passe au bout de 3 jours, le mal de mer, il faut des gros. Faut persévérer. Ouais. Donc en parlant voilier, moi j'en viens aussi au bateau stop et dans ce cas-là aussi à l'autostop, faire du stop. C'est une manière de voyager qui va être pour beaucoup dans le sens zéro impact. En tout cas, dans la plupart des articles que j'ai lus sur le stop, c'est selon ces personnes qui voyagent vraiment tout le temps en stop, en réalité, la voiture, elle devait faire ce chemin-là, elle devait aller jusqu'à cette destination. Donc, le fait qu'elle prenne une personne en plus, et en réalité, on a zéro impact, on aurait zéro impact sur l'environnement, en plus, en tout cas. Donc, pour se lancer, il y a des endroits que je trouve plus propices, en tout cas des pays qui sont vraiment super au niveau du stop. Et moi, personnellement, c'était l'Irlande et l'Écosse. C'est deux pays où c'est très facile de faire du stop, où même en fait, les Irlandais et les Écossais le font quasiment tous les jours. Donc c'est bien, pourquoi pas de commencer par des pays où c'est quand même quelque chose qui se fait tout le temps. Si on en parlait aussi avec Marine, du coup maintenant il existe des courses de stop. Donc c'est cadré, c'est aussi pour tester cette manière de voyager et ça m'a l'air aussi super fun en fait de faire ça. Donc il en existe plusieurs, il y a le Barcelona Express et Ecotopia, voilà, qui m'ont l'air vraiment super bien. Et aussi pour avoir un peu plus le Canada aussi, c'est bien du coup pour faire du stop. Ouais, je pense. En tout cas, on a dit aussi du bien. Mais en tout cas, si on veut se lancer, il y a le site internet Itchwiki où là, on peut trouver vraiment toutes les informations pour commencer le stop, mais aussi pour se placer dans la plupart des villes. Donc c'est collaboratif, c'est moi qui connais, par exemple, aux alentours d'Orléans, je vais savoir où est-ce qu'on peut se placer pour aller jusqu'à Paris, par exemple. Donc je vais le mettre sur ce site-là. Donc Itchwiki, c'est une mine d'or pour trouver des informations et pour commencer le stop. Ça va être aussi des informations sur certains pays où il vaut mieux pas faire du stop. Voilà. Comme ça, on le sait dès le départ. Et pour aussi parler d'un autre site internet qui est super quand on veut loger chez l'habitant, pareil que Warm Shower pour les cyclistes, là il y a le couchsurfing des autostoppeurs. Et du coup, ça s'appelle Trust Routes. Et donc, ce site internet, c'est aussi sympa de pouvoir rencontrer des personnes qui font du stop. Comme la seule règle, c'est d'arriver en stop chez eux. Voilà, quand même. Donc voilà, au niveau du stop, je vois que l'heure file. En tout cas, on pourra en reparler à la fin si les personnes ont des questions, en tout cas, de comment ça se passe le stop en réalité. Mais je préfère continuer là pour ne pas perdre trop de temps. Donc ensuite, pour les autres moyens de se déplacer, ça va rester le train. En Europe, il y a quand même un système interrail qui est intéressant pour pouvoir rejoindre plusieurs villes en Europe.
moi, je m'étais mis dans l'idée que c'était principalement pour les jeunes. Bah, en réalité, quand je regarde, il y a aussi des tarifs pour les moins jeunes. Donc voilà, ça peut être une manière de se déplacer en Europe et d'utiliser seulement comme moyen de transport le train. Et dans beaucoup de trains, en fait, on peut mettre son vélo. Voilà, donc ça peut être aussi une manière de se déplacer. Le covoiturage, voilà, on fait quand même un petit truc dessus. Et puis maintenant, il y avait d'autres sites qui existaient que Blablacar. Moi, j'aime bien en parler d'un en particulier qui s'appelle Mobicop. Du coup, c'est une coopérative qui est gratuite. En fait, on ne paye pas quand on a un trajet, on ne va pas payer donc la coopérative. Et c'est sous forme associative. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Après, il y a beaucoup moins de trajets que sur Blablacar. Vraiment, il y en a, mais beaucoup moins de trajets. Et à l'étranger, du coup, c'est le carpooling, parce que Blablacar est présent dans plusieurs pays à l'étranger, mais pas tous. Donc, il y en a pour rechercher en réalité des sites à l'étranger, il va falloir chercher sur voilà, carpooling, du coup. En conclusion pour les déplacements, donc en réalité, quand on va réfléchir au voyage qu'on va entreprendre, il va falloir vraiment prendre en compte le déplacement. Ce qui n'est pas le cas en réalité pour l'avion. L'avion, c'est plutôt un sas en fait. C'est un sas avant d'arriver à sa destination, où le voyage commencera réellement à la destination. Quand on repense son voyage, donc quand on repense son impact au niveau sur l'environnement, eh ben, on va devoir tout prendre en compte et principalement le déplacement qui va faire partie intégrante en fait, du voyage. Voilà, c'est une petite philosophie à avoir. Après, c'est moi aussi, hein, ça m'a mis un peu de temps en fait avant de vraiment comprendre cette philosophie-là. Et donc, il va falloir reconsidérer le voyage, reconsidérer le fait que le déplacement fait partie intégrante du voyage et accepter, en fait, accepter de partir moins loin et de pourquoi pas se dire que cette année, voilà, je vais partir en voyage à proximité de là où je suis et je vais utiliser en fait mon moyen de transport, ça va être mon voyage. Voilà. Exactement. Je pense que c'est important aussi de... Je me permets, hein, Oui. et après on continue, mais en fait, moi je pars au Canada dans pas très longtemps, dans 20 jours, en avion, et je loue un van là-bas. Donc je pense que je fais le combo de tout ce qui peut le plus polluer. Mais du coup, en fait, ça m'empêche pas, et ça fera la transition, je pense, avec justement les sessions d'après. Les éléments d'après, c'est qu'en fait, j'en ai conscience, j'ai absolument conscience de ça, mais ça m'empêche pas. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé encore le moyen en 3 semaines de réussir à caler ça. Donc, j'ai fait ce choix-là en connaissance de cause. Mais du coup, je vais essayer sur ce voyage-là de greffer des initiatives et notamment, je vais essayer de proposer moi du covoiturage parce qu'on aura une place en plus dans le van. Et du coup, je me dis que c'est pas parce que moi je produis finalement des gaz à effet de serre et tout ce qu'on veut avec ce van-là que je peux pas mettre à disposition mon véhicule pour quelqu'un d'autre sur place. Donc voilà, on prendra, si on peut, des covoitureurs en s'inscrivant sur des sites et puis en prenant des gens qui font du stop également. Donc voilà, juste c'était pour faire un peu la transition sur le fait que si on n'en est pas encore à dire non complètement à ces moyens de transport, il y a toujours moyen de réduire leur impact d'une certaine manière aussi. Donc voilà. Totalement. Donc là, je vais passer à se loger, se restaurer. Donc, dans une démarche éco-responsable, il va y avoir des façons de se loger qui vont être vraiment moins polluantes. Donc, là, j'ai fait une petite liste, mais il y en a d'autres. Moi, c'est ce qui paraît vraiment super intéressant. Donc, le premier, ça va être le woofing. Du coup, d'être dans une ferme qui est censée être bio. Après, en regardant certaines annonces, voilà, il faut faire attention, il faut regarder toutes les annonces qui sont sur le site. La plupart sont vraiment bien et vraiment dans cette démarche d'agroforesterie ou de permaculture, la plupart. Et c'est vraiment très intéressant. Donc, on va être logé chez l'habitant et nourri aussi. Des produits en plus de la ferme, ce qui est super. Et on va donner de notre temps. Du coup, on
va donner 4-5 heures plus. Il faut regarder vraiment toutes les annonces parce que, en tout cas, dans la plupart, c'est vraiment bien noté le nombre d'heures qu'on va donner pour aider dans ces fermes-là. Et ça va être du donnant-donnant, du coup. On va aider, on va même apprendre, on apprendre davantage sur la permaculture ou sur d'autres façons de faire dans les fermes. Et en contrepartie, on va manger local, en fait, et on va dormir chez l'habitant. Voilà. Donc pour moi, c'est une manière de se loger et de restaurer qui est dans une démarche vraiment responsable. Après, je conçois très bien aussi que quand on est en vacances, en voyage, on a aussi envie d'être totalement en vacances, ce qui est un peu moins le cas dans le woofing. Donc là, moi, il y a un site qui est collaboratif en plus qui donne des adresses engagées, du coup des adresses pour se loger, mais aussi pour se restaurer et au niveau des loisirs. Donc c'est Voy Agir. C'est une Française, une Montpelliéraine qui a fait ce site. Et moi, par exemple, qui ai voyagé aux Comores, je vais pouvoir inscrire les adresses engagées que j'ai trouvées. Donc, par exemple, un petit bungalow au bord de la plage où il n'y avait pas d'électricité et où le gars faisait toujours sa cuisine en fait avec du feu, quoi, au feu et sur une pierre. Donc, j'ai inscrit cette adresse parce que pour moi, ça me paraît vraiment une adresse super responsable et engagée. Donc voilà, ce site-là, c'est vraiment collaboratif où on peut mettre les adresses qui nous ont paru vraiment bien lors de nos voyages. Et j'ai découvert pas mal d'adresses en France, du coup, comme un petit hôtel à proximité de Clermont-Ferrand qui est seulement qui n'utilise pas, qui utilise sa propre électricité. Voilà. Il n'y a pas de raccordement en fait chez EDF ou quoi que ce soit, c'est eux qui produisent leur propre électricité. J'aurais pas connu ce site-là en fait sans Voyagir. Donc voilà, ça me paraît vraiment être un site intéressant pour trouver des adresses engagées et il commence à en avoir partout dans le monde. Du coup. Donc on a parlé de bivouac, on peut aussi du coup aller camper, donc toujours aller camper mais au camping ou planter sa tente chez les gens, du coup dans le jardin des gens. Ça c'est le glamping, je ne sais pas si vous connaissez. Et pour 4-5 euros, en fait, qu'on donne aux gens, et ben, on a accès à leur salle de bain et aussi à la cuisine, très souvent. Et on plante en fait la tente chez eux, dans leur jardin. Voilà, c'est très français parce que pour l'instant, c'est un peu moins ouvert et ça a été créé en France. Et je trouve ça plutôt intéressant aussi au niveau de la rencontre. On rencontre du coup les habitants. Voilà, ce que j'ai fait aussi pendant la Loire à vélo. Oui. Je me fais la voix de Xavier, là, que je connais, qui revient de la Suède, où il a fait un trip en kayak sur les îles, et où là-bas, effectivement, cette culture de pouvoir un peu poser sa tente partout est assez importante parce que, tout simplement, et y compris à proximité des habitations, je ne dis pas dans les jardins, mais à proximité des habitations, parce qu'il y a un respect de la nature aussi là-bas et que les gens le font de manière en général sensible. Donc voilà, c'est aussi une option. Et pour connaître tout ça, en fait, même connaître les petites adresses responsables, pourquoi pas demander directement sur place. Voilà. C'est aussi une manière de faire, c'est aussi une manière de rencontrer les gens et poser la question, en tout cas moi si on me l'a posé dans la rue, quel est mon endroit préféré pour aller manger dans ma ville, et je serais super contente de pouvoir répondre aux personnes. Et pourquoi pas, si on veut le faire à l'avance, contacter des gens sur Couchsurfing. Et moi, ça m'arrive souvent en fait de contacter les gens avant pour leur demander s'ils connaissent pas soit des adresses de restaurants en fait, ou même des petits endroits super locaux qu'on ne trouve pas forcément sur Internet. Et l'endroit dont je vous ai parlé aux Comores, c'est une rencontre sur Couchsurfing en fait. C'est une personne que j'ai contactée sur Couchsurfing. On a bu un verre. Et c'est lui qui m'a donné toutes les adresses. Du coup, les adresses qu'il connaissait qui étaient vraiment super bien. Donc, ça peut être un moyen, pas forcément Couchsurfing, ça allait loger, au départ c'est ça allait loger sur le canapé des gens, mais maintenant c'est aussi très bien aller boire un café pour rencontrer les gens dehors, dans un restaurant, boire un verre. Donc, pour trouver des adresses, rien de mieux en fait que les locaux, du coup, ceux qui habitent sur place.
Voilà, aussi une autre application, donc si on utilise un smartphone, il y a l'application Fairtrip. Et du coup, cette application, on peut retrouver aussi des adresses, que ce soit hébergement, restauration, qui sont engagées. Voilà. Donc il y a Voyagir et Fairtrip qui me paraissent vraiment être les deux où on peut trouver plein d'informations. Pour aller manger, pour aller manger local, rien de mieux que le marché, enfin les marchés, éco, où là on va pouvoir même discuter avec les gens sur les différences entre les légumes. En tout cas, moi, tout le temps, ça me paraît dingue, certains fruits et légumes que je vois sur les étals parce que je ne les connais pas du tout. Donc, c'est une manière de rencontrer les gens. Après, des fois, on ne se comprend pas, en tout cas, on n'arrive pas à se comprendre, mais c'est toujours de très belles rencontres et on y mange souvent très bien. En tout cas, il y a des petites étals où on peut manger et on peut manger vraiment local. Si on veut manger plutôt végétarien ou végétalien, il y a une application qui s'appelle Happy Cow. Et ça aussi, c'est des adresses dans le monde entier de restaurants où on peut manger du coup végétarien ou vegan. Intéressant. Si on reste en France, parce que la France c'est super, et ben il y a le réseau vrac, voilà, réseauvrac.fr où il y a tous les points, donc les petites boutiques vrac où on peut aller prendre, peu importe, hein, mais voilà, c'est faire ses courses et ne pas utiliser, ne pas aller dans les grands centres commerciaux, parce que maintenant il y a pas mal de boutiques, hein, pas mal de boutiques dans la France où on peut acheter en vrac. Et enfin, et donc là, il y a le glanage et les invendus. Donc en France, il y a l'application Too Good To Go, qui est quand même connue. Il y en a une autre qui s'appelle Karma Life. Voilà, il y en a deux où on peut aller chercher les invendus du jour, qui vont être moins chers. Ou sinon, il y en a qui vont un peu plus loin. Moi, j'avoue que je ne l'ai encore jamais fait, mais c'est de faire du glanage. Donc après les marchés, voilà, aller prendre des choses ou même faire les poubelles. J'en ai déjà rencontré des gens qui font les poubelles parce qu'ils trouvent des trucs vraiment qui peuvent être mangés. Donc voilà, ça peut être aussi une manière de manger de manière alternative parce que de toute façon, ça allait être jeté. Et dernière chose, là, il faut s'y connaître vraiment, mais ça va être les plantes et les fruits sauvages. Donc là, lors de ma petite traversée de la Loire, juste avant, j'avais fait une balade sur la Loire, donc avec une personne qui organise vraiment ça tous les mois, pour reconnaître les plantes sauvages comestibles. Et donc, cette balade de 2 heures, bah, ça m'a permis bon, il y en avait déjà que je connaissais, mais de vraiment mettre un nom sur certaines plantes et de vraiment pouvoir les reconnaître pour les manger par la suite. Et donc, pendant ce petit voyage, et ben, quand j'arrivais à me faire à manger en fait, chez les gens, et ben, je prenais des plantes dehors pour agrémenter en fait, mes salades. Voilà, donc c'est aussi une manière de manger, une manière alternative de manger. Par contre, il faut faire super attention et s'y connaître. On ne prend pas voilà, une plante si on n'est pas sûr à 100% que c'est ça, on ne la mange pas. Voilà pour au niveau alternative pour manger et se loger. Et là, on va passer dans le sac à dos. Donc, dans le sac à dos, il va avoir la trousse de toilette. Donc, la trousse de toilette, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des savons, en tout cas privilégier les savons solides pour se laver le corps, les cheveux. Maintenant, il existe aussi des dentifrices solides et des déos solides. Et ça, on trouve ça du coup dans toutes les boutiques en vrac. Donc, le réseau vrac, c'est aussi ça, découvrir dans sa ville, pourquoi pas, les endroits où on peut avoir ce genre de produits. On peut aller même un peu plus loin et en fait n'utiliser qu'un seul savon pour tout. Ça part un peu loin parfois, mais en tout cas, moi, lorsque je voyage, j'utilise seulement un savon de Marseille pour me laver le corps, me laver les cheveux, me laver les dents, laver en fait ma lessive et laver, si j'ai découvert, en fait, laver un peu ma vaisselle. Voilà, ça va être vraiment un savon qui va être utile pour tout. C'est dans une démarche aussi que j'ai pas envie de porter 12 kilos sur moi. C'est aussi pour ça.
Par contre, il faut faire attention quand on utilise même les savons qui vont avoir très peu de produits. Il faut éviter en tout cas que ce soit dans les rivières ou recracher en fait quand on se lave les dents, recracher directement dans la nature. Parce que ça, c'est même si ça va être un savon qui va être un savon de Marseille avec seulement les ingrédients qu'il faut, bah, le pH va être modifié dans l'endroit où on va rejeter ça. Donc très important de penser à ça. Au niveau du déodorant, moi j'ai une petite astuce que j'utilise même dans ma vie de tous les jours. Ça va être le bicarbonate de soude. Du coup, j'en mets pas tous les jours, mais en fait ça détruit les odeurs. Donc j'utilise le bicarbonate de soude comme un talc que je mets en dessous de mes aisselles ou parfois dans les chaussures quand ça sent mauvais et ça détruit. Enfin voilà, il n'y a plus d'odeur du tout. Et ça n'empêche pas de transpirer parce que aussi certains déos sont très mauvais par rapport à ça parce qu'ils empêchent de transpirer et il faut transpirer, c'est très important. Donc voilà pour mes petites astuces. En ce qui concerne la crème solaire, alors il en existe maintenant qui sont très peu polluantes. Donc Marine, tu parlais de EQ Love. Il y a aussi le laboratoire de Biarritz, voilà, qui fait des crèmes solaires vraiment bien. Moi, je la fabrique moi-même, du coup, ma crème solaire. En fait, je mélange de l'huile d'olive, de l'huile de coco, avec, alors je délie ça au bain-marie avec un petit peu de cire d'abeille pour que ça fasse une texture de crème. Et après, j'enlève du feu et j'ajoute de l'oxyde de zinc sans nanoparticules. Et donc c'est très important en fait le sans nanoparticules et la plupart des crèmes voilà, qui sont comme EQ Love ou le laboratoire de Biarritz aussi utilisent sans nanoparticules parce que c'est ça vraiment qui va attaquer les coraux. Et j'ai regardé dans les autres crèmes, c'est ce qu'ils utilisent aussi, du coup l'oxyde de zinc. Voilà. L'oxyde de zinc, ça se trouve en pharmacie ou sur des sites comme Aromazone, voilà. C'est pas cher du tout. Donc du coup, moi j'ai fait ma crème solaire qui a un indice. Alors tout dépend du nombre de cuillères d'oxyde de zinc qu'on met à l'intérieur. Moi je mets 3 grosses cuillères. On a un indice d'à peu près 40 parce que l'huile d'olive et l'huile de coco ont aussi un indice de protection d'environ 6-8 chacun. Voilà. Donc pour ma petite virée à vélo, j'avais fait ma crème. Il a fait vraiment soleil tout le temps et j'ai pris aucun coup de soleil. Après, je suis du genre aussi à faire attention et à pas m'exposer trop pendant les heures qui vont être les pires. Donc voilà pour la crème solaire. C'est vraiment important de penser à ça parce que ça détruit réellement l'environnement. Il y en a certaines qui sont très mauvaises aussi pour nous, hein, personnellement. Voilà. Voilà au niveau de la trousse de toilette. Alors, il n'y a pas grand-chose dans ma trousse de toilette, et donc on pourra en parler dans les questions, parce que bah, moi, personnellement, je ne mets pas de maquillage. Je vais utiliser, ou en tout cas, même parfois, si ça va être que dans la nature, bah, du coup, je ne vais pas utiliser de savon. En fait, je vais juste me laver à l'eau, parce que sinon, je sais que ça va déverser beaucoup de choses mauvaises pour l'environnement. Voilà, ça part peut-être un peu loin, pour certains et certaines, et ça je le comprends parce que moi il y a quelques années aussi hein, ça n'aurait pas été possible, et du coup c'est aussi une réflexion qu'on a chez soi, et il vaut mieux commencer en fait chez soi, parce que si on se dit je vais partir en voyage, je vais utiliser le savon de Marseille pendant un mois en voyage, et ben là c'est une mauvaise idée parce que les cheveux ils vont être horribles. Voilà, donc il vaut mieux commencer d'abord chez soi, voir ce qui va le mieux pour nous et emporter cette trousse de toilette en voyage. C'est le petit conseil que je donnerais parce que parfois il y a des gros ratés et là on se place et on n'arrive pas à suivre en fait ce qu'on s'était mis dans notre trousse de toilette. On est obligé d'acheter sur place quelque chose en plastique par exemple. Donc vraiment y aller petit à petit, c'est très très important. Au niveau de la trousse à pharmacie, il y a les huiles essentielles donc, qui sont vraiment intéressantes. Moi j'en utilise 3. Donc le tea tree, ça va être quand je vais, par exemple, avoir un peu mal à la gorge, que
j'ai l'impression de tomber malade. En fait, je m'en mets sous la plante des pieds ou là, au niveau des poignets. Et franchement, pour moi, ça marche très bien. Il y a la menthe poivrée. La menthe poivrée, c'est aussi quand j'utilise seulement le savon de Marseille pour me laver les dents. Donc, je mets une petite goutte de menthe poivrée et là, ça fait tout de suite une haleine un peu plus fraîche, en fait. Et aussi pour les maux de tête et le mal des transports. Des fois, quand on prend certains transports, on a vite mal à la tête, on a envie de vomir. Donc, pareil, la menthe poivrée sur les poignets, ça aide vraiment. Et je prends la lavande. Du coup, la lavande, ça va être principalement pour les petits bobos euh, qu'on peut avoir, les boutons de moustiques. Par exemple, on se met de la lavande, de l'huile essentielle de lavande sur le bouton et ça calme vraiment le bouton. Et en plus, je prends de l'aloe vera. Voilà, l'aloe vera parce que on peut prendre un petit coup de chaud, ça rafraîchit. Moi, je m'en sers un peu comme une crème, en fait, comme une crème apaisante que je me mets le soir, du coup, sur la peau. Voilà, pour le sac à dos, donc une partie aussi super importante, ça va être tous les vêtements qu'on va prendre dans son sac. Donc, ce qui est important de voir, c'est que certains tissus en microfibre principalement, donc polyester, viscose, il va y avoir du plastique à l'intérieur. Donc, si on va faire sa lessive, mais même sa lessive classique, il va avoir un déversement de plein de microplastiques. Donc, il vaut mieux prendre avec soi des textiles qui vont être plus respectueux de l'environnement. Et la plupart, en fait, vont avoir vraiment un impact même au niveau, même sur nous. Par exemple, le lin, le chanvre. Donc maintenant, il y a aussi du textile qui se fait en ortie et en bois de hêtre. Je ne connaissais pas, mais du coup, voilà. En bois de hêtre et en laine de mérinos. Alors, je ne sais pas si voilà, vous connaissez tous ces textiles-là, mais ils vont être principalement bien pour la transpiration. Alors, c'est peut-être bête à dire, mais la laine de mérinos, j'ai plusieurs t-shirts avec cette laine-là, et au bout de 3 jours, en fait, je ne sens pas mauvais. Alors que j'ai passé mon temps à faire du vélo ou à marcher. Et donc, ça a aussi cet effet-là. Le lin aussi, en fait, le lin aussi a cet effet-là. Par contre, voilà, c'est pas que ça sert à rien de racheter tout avant de partir, mais en tout cas, il vaut mieux quand même utiliser ce qu'on a chez soi et aussi de prendre en seconde main. Du coup, chez Emmaüs, alors souvent je fais des virées chez Emmaüs parce que le lin n'est pas du tout à la mode et qu'il y a plein de vêtements en lin. Et donc, on peut trouver pas mal de vêtements en lin. Et vu que je me suis mise à la couture, j'ai réussi à faire certains t-shirts avec tout le tissu que j'avais ramené de chez Emmaüs. Donc, ça peut être aussi une manière de faire ses achats, plutôt la seconde main. Et sinon, pour référencer aussi toutes les marques, il y a Green Rider. Du coup, là, il y a le référencement de toutes les marques de textiles, de vêtements. J'enfonce juste le clou en un mot. C'est vrai qu'on a tous tendance, je pense, quand on part avec un voyage au long cours ou même quand on a cette conscience un peu écologique, c'est à vouloir investir dans des pièces durables. Et des fois, on le fait au détriment de ce qu'on a déjà dans le sac et c'est pas toujours nécessaire en fait. On en parlait avec Émilie, voilà, de racheter une polaire Patagonia si la vieille polaire Decat elle tient encore, quoi. Donc c'est aussi cette idée de pas forcément consommer quand il n'y a pas forcément besoin. Ouais, totalement. Du coup, voilà. Et enfin, les accessoires. Donc, il va y avoir certains accessoires indispensables, comme la gourde. Du coup, avoir 2 gourdes. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'ai 2 gourdes. J'en ai une en inox, classique, et même elle tient au chaud et au froid. Du coup, celle-ci. Et j'en ai une autre, c'est une gourde filtrante qui va filtrer l'eau dans tous les pays. Il existe plein de gourdes différentes et du coup, il y a vraiment un site qui est intéressant. Je vais vous faire un partage d'écran, comme ça je vais vous montrer hop, le site. Voilà, il est là. Donc ça, c'est un blog
qui est une mine d'or, c'est tourdumondiste.com, et ils ont fait un article sur le traitement de l'eau, donc les gourdes filtrantes, paille, UV et plastique, et pastilles, pardon. Donc ça, il est très bien fait, et du coup, à un moment donné, vous avez là toutes les maladies, voilà le type de filtre, les solutions de traitement de l'eau. Donc là, vous avez toutes les techniques qu'on peut utiliser, et ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, voilà, les inconvénients. Et ici des marques en fait. Voilà, la Livestro par exemple pour la gourde filtrante, moi personnellement c'est celle que j'utilise. Par contre, il y a des avis qui divergent. Et donc là, vous avez vraiment toutes les informations sur ces avis qui divergent, et vous pouvez vous faire aussi votre propre avis en fait sur ce que vous voulez utiliser quand vous allez voyager. Et il y a un autre système qui s'appelle le Steripen. Et du coup, ça, c'est aussi un très, très bon système, mais il y a quelques inconvénients. Donc voilà, cet article-là est super bien fait pour pouvoir, à la fin, faire son propre choix sur qu'est-ce qu'on va prendre en voyage. Par contre, c'est très important d'y penser, parce que toutes les bouteilles plastiques qu'on peut utiliser en voyage, et parfois, dans des pays où il fait super chaud, on va avoir envie, comme on disait, d'avoir quelque chose de frais. Et peut-être, pourquoi pas, penser à une manière de voyager. Donc là, le fait d'avoir du frais, pourquoi pas demander un glaçon. Après, bien sûr qu'il faut faire attention à certains glaçons qu'on va utiliser, mais en Asie, moi j'ai quand même bu, en tout cas, des thés froids, et du coup, dedans, il y avait des glaçons à l'intérieur. Donc après, c'est à voir selon son estomac, selon comment on voyage. Et ça peut être une manière de se dire, dans un petit resto, je vais demander un glaçon que je vais mettre à l'intérieur de ma gourde, par exemple. Moi, j'en ai fait une belle là-dessus. La personne m'a regardé vraiment bizarrement en Indonésie, là où j'étais. En fait, je suis retournée plein de fois au même resto. Xavier voit de quoi je parle parce qu'il connaît le lieu. Juste pour donner un exemple, en fait, moi, j'avais pris ma gourde. Et dans ce resto-là, en fait, le temps que je passais au resto, je leur demandais de mettre ma gourde dans leur frigo. Comme ça, je repartais avec mon eau traitée en amont, mais fraîche. Donc, ils m'ont regardé un peu bizarrement, mais c'est pas grave. C'est une super bonne J'ai idée. assumé mon envie d'eau fraîche. Très bonne idée. Donc voilà, au niveau des gourdes et comment filtrer l'eau. Ensuite, on peut prendre avec nous dans notre sac des produits réutilisables, donc comme la paille en inox, si on en a besoin, des couverts, certains récipients. Alors, ça va être selon son utilisation. Moi, personnellement, je prends un bol en inox avec un couvercle. Donc, comme ça, je peux mettre à l'intérieur des aliments, donc un petit plat qui est préparé, mais aussi une boisson chaude, en fait, parce que c'est un bol, et du coup, je peux mettre ma boisson chaude à l'intérieur. On peut prendre les deux. On peut prendre une tasse plus une petite boîte en inox pour avoir la nourriture. C'est selon vraiment son utilisation. Mais c'est important de l'avoir. Avoir aussi des sacs en tissu, du coup, plusieurs sacs en tissu pour son lâche-châle, mais aussi pour aller faire le marché. Et une technique, voilà, pour aller faire le marché, c'est par exemple de tendre le sac de tissu avant, en fait, de commander. Moi, en Indonésie, je faisais souvent ça. En fait, je tendais mon sac. J'avais une petite aide parce que je parle indonésien, donc c'était un peu plus simple en fait de se faire comprendre. Mais voilà, j'expliquais juste simplement que c'était mon sac, et que du coup je voulais qu'on mette à l'intérieur les aliments, les légumes sans plastique. Voilà. Donc les gens me regardaient un peu bizarre, mais après j'étais l'habituée du marché, et que tout le monde savait que j'allais rapporter mon petit sac en tissu pour qu'ils mettent à l'intérieur tout ce que je voulais. Voilà. Je pense qu'on a une chance quand on est en voyage, enfin souvent où on voyage, c'est qu'on est visible. Donc c'est une chance, mais on est visible. Donc les gens prennent assez vite nos habitudes. Enfin voilà, ils prennent le réflexe assez vite quand on leur demande quelque chose 2-3 fois de suite. Pour le coup, ils se souviennent. Oui, ils se souviennent, oui. Je vais juste montrer un truc rapido, Émilie, après je te laisse finir, parce que moi j'emmène toujours, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est un tupperware. Alors je ne l'ai pas acheté exprès et c'est du plastique, hein, mais en fait c'est un tupperware qui se détend et qui se referme, donc ça prend pas trop de place pour le voyage, et moi je l'emmène toujours. Ça me sert à plein de trucs, ça me sert à demander parfois de la nourriture, ça me sert à ranger des choses, enfin voilà, pour le coup ça sert vraiment à un milliard de choses, et ça prend pas du tout de place en voyage. Donc, voilà. Mais ça c'est dans mon placard depuis très longtemps, mais je l'emmène. Voilà.
totalement. Et on peut faire des bonnes trouvailles aussi, du coup, toujours chez Emmaüs, hein, en fait. J'ai le petit bol en inox avec le couvercle, je l'ai trouvé chez Emmaüs. Et il est super léger et il me sert pour tous mes voyages. Moi, je prends tout le temps un couteau suisse. Après, il faut faire attention. Du coup, si on part en avion, ça passera pas en bagage cabine, hein, le couteau suisse. Voilà. Et dans le nord, on a les braderies. Voilà, totalement, c'est vrai. Aussi, si on part pour un voyage à long cours, ou même si ça tombe pendant cette semaine-là, en étant une femme, on va avoir nos règles. Donc là aussi, ça fait beaucoup de déchets, le fait d'utiliser des tampons et des serviettes jetables. Donc il y a différents moyens, mais après, ça va être aussi selon sa propre utilisation. Ça va être la cup ou les serviettes et culottes hygiéniques lavables. Tout dépend de nous, vraiment, ce qu'on aime prendre, et autant continuer avec ce qu'on fait chez soi. Mais du coup, voilà, il faut commencer chez soi à faire ce genre de pratique. Mais c'est super important et c'est pas plus contraignant en réalité qu'autre chose. En tout cas pour moi, non. Et prendre un petit, du coup, ça c'est plus Marine, parce que moi je l'avais pas fait et c'est une très bonne idée, prendre un petit carré de tissu en guise de papier toilette. Dans certains endroits, on va pouvoir utiliser la douchette. Et là, en Asie, franchement, c'est le top. Mais, ça ne va pas passer hein, aussi quand même. Ouais. mais du coup, voilà, prendre un petit carré de tissu pour ça et se le mettre dans un endroit bien fermé et le laver ensuite. Voilà, c'est très bien. Donc, pour terminer, du coup, Marine l'a dit au départ, ce qu'on peut se mettre dans la tête aussi, c'est de ramener ses déchets. Quand on part en voyage, pourquoi pas avoir une place dans son sac à dos pour ramener tous ces déchets parce qu'on sait que sur place, ce ne sera pas traité ou en tout cas, ce sera soit brûlé, soit enfoui, soit mis dans la mer. Donc, ça peut être vraiment très, très bien. Devancer le fait d'avoir une paille qui va arriver dans son verre, en fait, devancer ça et dire dès le départ qu'on ne voudra pas de paille, ou arriver au marché et directement donner son petit sac pour que la personne mette à l'intérieur. Voilà, ça peut être une manière du coup de faire sa part sans culpabiliser les autres, en fait, parce que c'est bien beau de dire dans certains pays les déchets ils sont partout, les plastiques sont partout, mais en réalité c'est aussi parce qu'il n'y a pas de traitement de déchets, c'est parce qu'il n'y a pas une certaine éducation, qu'avant on jetait tout par terre parce que c'était des feuilles de banane, c'était tout ça, mais qu'on continue de le faire parce que on n'a pas dit à ces personnes que c'était super mauvais pour l'environnement. Donc voilà, c'est faire notre part sans forcément culpabiliser les autres, c'est devancer ces petites choses qui peuvent nous arriver. Et pourquoi pas chercher les alternatives avant, donc via certains sites, certains blogs, mais aussi Couchsurfing, et aussi une personne qui connaît quelqu'un qui est déjà parti. Enfin voilà, il faut en parler autour de soi, ou sinon sur place, en fait, poser les questions sur place, et ça peut être des bons sujets de discussion avec certaines personnes qui vont être ouverts en fait à ce genre de pratique, ce genre de thème. Merci Émilie. Je vois que ça a communiqué un peu sur le forum. Effectivement, vous avez partagé un peu vos exemples, etc. Et je vois notamment qu'il parle du fait que même en ayant devancé, la paille est arrivée, où tu avais ton verre, etc. Que le serveur l'a pris pour l'acheter plus loin, pour te ramener le verre sans paille. Il y a des échecs, c'est sûr, hein, on passe par des échecs et puis c'est comme ça. Mais d'ailleurs, ça attend pas le voyage, hein, c'est des échecs qu'on rencontre un peu au quotidien. Mais en fait, je pense que ça va venir et c'est la répétition aussi qui va venir. Et malheureusement, ce qu'on observe, c'est que malheureususement et heureusement, on a un pouvoir économique, financier quand on voyage. Et si nous, on arrive à passer un peu les bons messages, ne serait-ce que pour un intérêt purement économique et financier, les gens qui reçoivent un peu les touristes vont évoluer. Ça se voit beaucoup sur Bali en ce moment. Donc voilà, faut continuer, en fait, faut pas se lasser. Et puis si on a oublié un coup, on a oublié.
pas parfait, mais il y a des petites choses qu'on peut anticiper. Il y a aussi moi, je reviens sur le sac à dos et sur l'équipement parce que je suis un peu une geek de l'équipement voyage. J'adore ça. Enfin, en tout cas, voilà, tout ce qui touche à ça, j'aime beaucoup. J'aime bien tester des choses et tout. Et on a tendance à voir que ça prend beaucoup de place. Et en fait, du coup, pour le Canada, je vais me faire un petit kit. Enfin, je vais constituer mon petit kit et je le partagerai sur le blog. Alors, pour vraiment montrer à quoi ça ressemble et qu'en fait, il n'y a pas besoin de 36 trucs et qu'il y a un seul objet, je montrerai ça, peut servir à plein de choses. Il suffit de s'emmener une tasse et ça, et des baguettes chinoises, et franchement, ça fait le job pour plein de choses. Donc, Oui, et puis utiliser ce qu'on a chez soi aussi. Ça, c'est super important. Même les couverts, en fait, rapporter les couverts de la maison. Pas besoin d'acheter un petit kit de couverts. On les a déjà à la maison. Donc voilà. moi, j'aimerais bien vous entendre s'il y en a certains d'entre vous qui, juste en quelques minutes, on est censé finir à 20h, mais voilà, si vous êtes encore là et que vous avez 5 minutes, si vous voulez partager peut-être un tips ou une chose que vous avez mis en place, ça pourrait être cool. Donc voilà. N'hésitez pas à unmute ou... Moi, j'aurais une petite question. Je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais je me demande, quand on paye parfois des billets d'avion ou des choses comme ça, de payer un petit surcoût ou quoi par rapport à la charge de CO2 qu'on produit. Et est-ce que vous savez où va cet argent, à quoi il sert et comment il réduit l'impact du CO2, ou si c'est juste pour prendre un petit peu plus, quelques centimes en plus? Ouais, du coup, c'est la Ouais. Alors, du coup, c'est la compensation carbone. Il va avoir différents sites en fait, pour compenser son voyage. Parfois, certaines compagnies, donc là, j'ai vu par exemple Flixbus, avait son propre truc où on pouvait compenser le trajet en bus que l'on va faire. La SNCF aussi, du coup. Mais combien de CO2 on va provoquer quand on va faire un voyage en train. Sinon, il y a des sites qui sont complètement indépendants. Ça va dépendre de certains sites. Il y en a certains qui vont utiliser la compensation carbone pour replanter. Du coup, ça va être replanté dans certains pays où ça a été déforesté ou où il y a eu, par exemple, des incendies. Ou sinon, il y en a d'autres sites où ça va être pour des projets et principalement dans des pays où il y a des problèmes au niveau alimentaire, au niveau pour avoir de l'eau même. Donc voilà, il faut vraiment regarder chaque site. Après, il faut aussi se faire sa propre idée sur cette pratique-là. Et du coup, ça va être personnel. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est du pollueur-payeur, en fait. C'est toujours ce principe-là, où on va polluer et du coup payer quelque chose. Ça va être tout le temps monétaire, donc au niveau de l'argent. Et dans ce cas-là, est-ce que vraiment on est sensibilisé sur le fait qu'on a du coup fait un gros dégât sur l'environnement? Voilà, j'ai toujours cette réflexion-là sur cette pratique de compensation carbone. Mais chacun se fait sa propre idée. Et donc moi, tout ne peut pas se régler par l'argent. En fait, c'est ça mon petit problème. Par contre, pour répondre à ta question, Colline, je n'ai pas le détail de la compagnie, etc., dont tu parles, qui applique ça, etc. Mais je sais qu'il y a de plus en plus de labels. Alors, évidemment, il y a plein de débats autour des labels, mais il y a des labels green, ou en tout cas éco-responsables, qui sont décernés à des entreprises. Et j'imagine une compagnie qui veut mettre ça en avant, elle doit rendre des comptes un minimum. Donc, ça vaut le coup de regarder. Je n'ai pas le détail. Il faut demander directement à la compagnie après. Ok. Surtout si on ne trouve pas la réponse, il faut Mhm. leur demander. De toute façon, les gens qui font ça bien, ils savent communiquer dessus. Donc, si la réponse elle est bonne, elle existe, elle est accessible. Super, merci beaucoup. Est-ce que du coup, il y a d'autres questions? D'autres personnes veulent réagir? Rien de spécial? Bah, moi, j'aurais une autre question. Vas-y.
On m'a parlé beaucoup de d'abord explorer ce qui était près de nous, la France, tout ça, parce que ça limite vachement l'impact, vu que le voyage est une grosse partie du moment où on pollue en voyage, le trajet. Est-ce que vous savez s'il y a un site qui, d'une certaine manière, recense c'est le plus facile de voyager sans polluer? Donc, typiquement, moi, l'Asie du Sud-Est, pour eux, le plastique, c'est la vie. C'est systématique, vraiment. Dans tout ce qu'ils font, ils utilisent du plastique. Et devient des fois difficile de sans arrêt refuser. Est-ce qu'il y a des... On te perd un peu, Colline. On t'a perdu complètement même. T'es même plus là. Je répondrais bien, mais du coup... Ah, elle revient. Je la réaccepte. On t'avait perdu, Colline. Je pense que ça capte pas super bien, mais je pense que si je résume, et tu me diras dans le chat si tu peux pas parler, si c'est bien ça, mais est-ce qu'il y a des zones géographiques à privilégier dans le monde qui vont être plus ou moins sensibles à ça, où finalement la démarche écologique va être plus simple ou pas? Je pense que Oui, c'était ça ta question? oui, grosso modo. Bah, grosso modo, je pense qu'effectivement, le plastique a été vu comme une évolution chez nous, d'abord, et dans beaucoup d'autres pays, et qu'on y revient dans des pays où finalement on trouve des alternatives, et que, en fait, si tu vas sur l'Asie, enfin, de mon expérience, l'Asie, l'Afrique, je globalise, hein, je généralise en termes de continent, mais sont des pays où effectivement le plastique est en consommation de ouf, alors qu'ailleurs, un peu moins, parce qu'il y a plus d'alternatives ailleurs. Si tu veux continuer à voyager en Asie du Sud-Est notamment, les sites internet dont parlait Émilie peuvent t'aider à appuyer les initiatives et à viser les initiatives alternatives en fait. Donc je pense qu'au contraire, il ne faut pas laisser tomber ces zones-là et qu'il faut continuer de passer le message dans ces zones-là aussi en appuyant justement les bonnes initiatives. Ok. Ouais. Merci. Je t'en prie. Ouais. Du coup, je sais pas, Laure, j'ai vu que tu avais mis ton micro, tu avais une question en particulier? Non, justement, c'était pour dire qu'il y avait déjà eu plein d'infos là qui avaient été données, donc ça aide pas mal. Il y a des choses que finalement on sait qu'il faut passer en réflexe ou en automatisme plus qu'en réflexe. Et puis après, effectivement, je suis assez d'accord sur le principe de dans cette démarche-là, de ne pas tout racheter, déjà de faire un point sur ce qu'on a, d'apprendre à vraiment utiliser les choses jusqu'au bout. Et du coup, derrière, ça amène une conscience sur pourquoi je l'achète et pourquoi j'en ai besoin. Et à quoi ça va me servir. Et est-ce que j'ai pas déjà à la maison quelque chose qui pourrait servir. Donc voilà, après, effectivement, sur toutes les astuces et les sites, ça c'est génial. Il y a des bonnes idées, que des bonnes idées, mais il y en a qui font tilt un peu plus. Et donc voilà, hâte d'aller un peu regarder certains points pour avoir d'autres idées et puis partager ça. Super. Bah, de toute façon, toutes les adresses dont on a parlé et que j'ai tapées dans le chat, je vous les enverrai par mail à la suite de ce webinaire, en plus du lien. Donc voilà, s'il y en a que vous avez raté, vous pouvez les récupérer à ce moment-là. Merci. Émilie, tu as un dernier mot à dire peut-être? Eh ben, non, merci à toutes et à tous. C'était mon premier webinaire et c'était vraiment super bien parce que participatif et c'est ce que j'aime moi dans ce genre d'atelier, c'est le fait de pouvoir échanger parce qu'on a tous vécu des choses différentes, même si on adore le voyage, ben voilà, on a eu certaines situations qui étaient vraiment différentes. Donc très intéressant aussi, même en le faisant comme ça, en webinaire. Ça reste participatif et vraiment très intéressant. Donc merci à toutes et à tous. Et n'hésitez pas surtout à me contacter si jamais il y a des questions. Voilà, je suis dispo.
Merci beaucoup, Émilie. Je vais juste dire deux petits mots et après, je vous laisse partir parce qu'il est l'heure. Donc, après ce webinaire, je vais donc éditer, vous renvoyer le lien, vous envoyer la liste des informations. Et moi, je fais des recherches en parallèle sur le sujet, sur les postes où j'arrive pas encore à limiter. Et notamment, moi, je suis une fervente bref, j'emmène toujours une trousse premier secours avec moi, plutôt bien garnie, pour les voyages que je fais. Et ça, j'ai pas encore trouvé de solution. Tout ce qui est bobologie, huiles essentielles, enfin, je les mets dans cette catégorie-là. Tout ce qui est les petits mots du quotidien en voyage, il n'y a pas de souci. Mais les premiers secours, par exemple, j'ai pas encore réussi. Donc, je cherche des alternatives. Si vous en avez, n'hésitez pas à communiquer dessus. Et puis, c'est toutes des choses que je partagerai par la suite. Et à mon retour du Canada, je vais faire un webinaire aussi. Et je vais pas mal parler de cette expérience où je vais essayer de déployer un max d'initiatives dans ce domaine-là. Donc, voilà, pour compenser mon avion et mon van. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là et j'espère que vous avez pris du plaisir et que vous avez appris des choses. Et puis, on se dit à très bientôt par mail ou par message ou par blog interposé ou réseaux sociaux. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Well, I've been wondering